Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le conteur et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur sur des colocataires. Alors, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur « J'aime ». J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors laissez-moi un commentaire. Lorsque vous serez prêts, installez-vous confortablement et détendez-vous. Vous savez, il y a des expériences qu'on ne peut pas oublier, même si on essaye. Elles restent gravées dans notre esprit comme au fer rouge, vous ne trouvez pas? Eh bien, ce que je vais vous raconter s'est produit il y a un peu plus d'un an. Peut-être il y a 15 mois, donc c'est encore très frais dans ma mémoire, comme un film d'horreur qu'on ne peut pas arrêter de regarder. À ce moment-là, j'avais 19 ans. Il y avait une fille dans mon lycée, Serena, qui vivait une situation très difficile chez elle. Apparemment, ses parents étaient en conflit permanent et elle vivait dans une tension constante, disant qu'elle rêvait seulement de disparaître de là. Elle a trouvé un soutien auprès de ma mère, qui enseigne la littérature dans le même établissement. Ma mère, qui a le cœur sur la main, a eu pitié d'elle et lui a proposé de venir habiter quelque temps chez nous. Le seul détail, c'est que nous n'avions pas de chambre d'amis. Alors la seule option était que Serena partage ma chambre, ma nouvelle colocataire. Pour être tout à fait honnête, l'idée m'a beaucoup dérangé, surtout quand j'ai vu ma mère faire des acrobaties avec mes meubles pour caser un autre lit. Dans mon petit sanctuaire, c'était mon espace vital. Serena avait aussi 19 ans, donc elle n'avait pas besoin de l'autorisation de ses parents pour déménager et son arrivée s'est faite en quelques jours. Mais dès le premier instant où elle a franchi le seuil de notre maison, j'ai senti que quelque chose n'allait pas chez elle. Une vibration étrange, difficile à décrire. Elle passait ce qui semblait être des siècles devant le miroir, à se sourire à elle-même d'une manière très particulière. Quand je lui demandais, avec le plus de naturel possible, ce qu'elle faisait, elle répondait toujours qu'elle s'entraînait. S'entraîner à quoi? Je ne l'ai jamais su. Et la nuit, mon Dieu, la nuit je l'entendais dans la salle de bain, comme si elle jouait seule dans une pièce de théâtre, tenant des dialogues complets. Ça me glaçait le sang. Évidemment, j'allais tout raconter à ma mère, mais elle, avec son infinie patience, me répondait toujours la même chose, que Serena était une fille introvertie, qu'elle traversait une période difficile et que je devais faire preuve d'un peu d'empathie. La vérité crue, c'est que Serena et moi, nous ne nous sommes jamais bien entendus. Dès le début, elle m'a fait comprendre très clairement que je ne lui plaisais pas du tout. Elle m'ignorait constamment, m'appliquant la loi du silence, et elle entrait dans une colère noire chaque fois que je faisais des plans, avec ma mère sans l'inclure. Et cette espèce de jalousie ou d'envie qu'elle éprouvait a pris une tournure de plus en plus sinistre. Un jour, elle est apparue avec les cheveux teints et une coupe étrangement similaires aux miens. Elle était même allée dans mon salon de coiffure habituel avec une photo de moi pour qu'on copie ma coupe. Et le pire, c'est qu'elle ne cherchait même pas à le cacher, là sans gêne. Je continuais à me plaindre à ma mère. « Maman, Serena me plagie la vie. » Mais elle répétait toujours la même chose. « Chloé, ma chérie, c'est mon prénom. Sois compréhensive. Tiens bon un peu. » Serena a vécu des choses très dures. Les semaines passaient et l'imitation devenait obsessionnelle. Elle commençait à répéter des phrases que je disais, mais avec une intonation différente, comme si elle s'entraînait à cloner ma voix. Puis elle a franchi une nouvelle étape. Elle a commencé à porter mes vêtements, sans me demander la permission. Même si je le lui disais sur tous les tons, un frisson me parcourait chaque fois que je la voyais avec mes pulls ou mes jeans. Et elle, avec tout le culot du monde, me disait de m'y habituer. C'était un cauchemar. Chaque jour qui passait, je me sentais plus envahie et étrangère dans ma propre maison. J'en étais venu à détester être dans ma chambre avec elle. Et les nuits les plus terrifiantes étaient celles où je me réveillais en sursaut et la trouvais là, immobile au pied de mon lit. Parfois, elle se contentait de me fixer dans la pénombre, et quand elle remarquait que j'étais terrifié, elle esquissait un petit sourire des plus inquiétants. Après quelques mois comme ça, la situation est devenue intenable. Alors j'ai décidé de commencer à dormir sur le canapé du salon, n'importe quoi plutôt que de partager mon espace.
vitale avec quelqu'un que je considérais déjà comme sérieusement déséquilibré. Mais même le salon ne m'a pas offert de répit. Elle continuait ses veilles nocturnes, m'observant depuis le fauteuil d'en face, et poussant un petit rire étouffé lorsque je me réveillais en sursaut, pleinement consciente de la peur qu'elle m'inspirait et de ce que son esprit tordu pouvait imaginer pendant que je dormais. Ma mère, comme on pouvait s'y attendre, n'a jamais vraiment cru mes récits sur les activités nocturnes de Serena. Elle affirmait que Serena niait toujours tout, et que sûrement, j'exagérais ou j'inventais des choses pour qu'on la chasse de la maison. J'étais désespéré. Alors une nuit, vers 1 heure du matin, j'ai décidé que c'en était assez. J'allais lui tendre un piège et l'enregistrer, pour avoir des preuves irréfutables. J'ai donc placé mon vieux téléphone en train d'enregistrer, bien caché entre quelques livres. Sincèrement, je ne m'attendais pas à capter autre chose que ses regards habituels et troublants. Mais le lendemain matin, quand j'ai regardé l'enregistrement, mon Dieu, ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Dans la vidéo, on voyait Serena descendre les escaliers avec une extrême discrétion, se dirigeant vers le canapé où je dormais. Elle est restée là, debout, dans un silence total, pendant presque 1 heure entière. Ensuite, elle s'est assise dans le fauteuil et a continué à m'observer fixement, pendant un long moment. Puis, elle s'est levée et est allée à la cuisine avec une expression dans les yeux que je n'ai pas su interpréter, mais qui laissait penser qu'elle préparait quelque chose. Et là, je l'ai vue revenir avec un couteau de cuisine à la main, un grand, et s'approcher de moi. Puis elle s'est penchée et m'a murmuré quelque chose à l'oreille, quelque chose que l'audio du téléphone n'a pas capté, mais je n'avais pas besoin de l'entendre, pour savoir que c'était profondément dérangeant. Ensuite, elle a laissé échapper un ricanement macabre et a levé le couteau, au-dessus de ma tête comme pour m'asséner un coup mortel, avant de l'abaisser rapidement et de s'arrêter à quelques millimètres de mon visage. J'ai crié en voyant cette scène à l'écran, et à ce moment-là, elle a tourné la tête et regardé directement l'objectif de la caméra. Les larmes me sont montées aux yeux en l'entendant dire d'une voix glaciale « Tu croyais vraiment que je ne m'en rendrais pas compte ? Je contrôle chaque recoin de cette maison, ne l'oublie pas. » Et tout de suite après, elle s'est approchée du téléphone et a arrêté l'enregistrement. Je me suis précipité en haut des escaliers pour montrer la vidéo à ma mère, mais juste en arrivant sur le palier, j'ai senti un choc violent dans le sternum qui m'a fait tomber. C'était elle, Serena, brandissant un lourd trophée sportif de mon frère. « Mais t'es complètement folle ou quoi ?» lui ai-je crié avec colère en essayant de retrouver mon souffle. Mais elle m'a simplement regardé avec une froideur absolue, puis m'a frappé à la tête avec le même trophée. Tout est devenu noir après cela. Pendant que j'étais inconsciente, elle m'a traîné jusqu'à ma chambre et m'a attaché à la chaise de mon bureau avec de vieilles cordes. Quand j'ai repris conscience, elle se tenait devant moi et m'a dit d'une voix dénuée de toute émotion que je ne méritais pas la vie que j'avais, que c'était une injustice que je possède une famille aimante alors que la sienne était un enfer. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine lorsqu'elle a prononcé sa prochaine menace. « Tu ne sais pas apprécier ce qui t'a été donné. Alors je vais le prendre pour moi. » Que voulait-elle dire par là? J'ai commencé à trembler de tout mon corps, la suppliant en larmes de me laisser tranquille. Elle a éclaté de rire et m'a dit qu'elle n'allait pas me tuer, qu'elle allait simplement prendre ma place pendant un moment. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais je n'ai pas osé poser de questions. Elle m'avait déjà fait assez de mal avec le trophée. Elle m'a traîné, toujours attaché à la chaise, et m'a enfermé dans le débarras du couloir, du coin de l'œil juste avant qu'elle ne ferme la porte. Je l'ai vue en train d'essayer ma veste préférée et se regarder dans le miroir de l'entrée. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Ma mère rentrait du travail un peu plus tôt que d'habitude, vers 19 heures. Je l'ai entendue m'appeler « Chloé, ma chérie », et j'ai commencé à crier « Maman, à l'aide !» « Je suis ici !» Mais Serena a ouvert brusquement la porte du débarras et m'a sifflé de me taire, ou elle ferait du mal à ma mère. Rien que d'y penser, mon cœur s'est noué dans ma poitrine. Alors j'ai obéi, morte de peur, et je l'ai regardée sortir pour aller accueillir ma mère. Ma maman, en la voyant, a cru que c'était moi à cause des vêtements, et parce que Serena
savait très bien m'imiter, mais elle s'est rapidement rendue compte que ce n'était pas moi et lui a demandé où était l'autre, moi, et si elle avait entendu mes cris. Je me suis sentie impuissante, mais ensuite, avec une douceur écœurante, Serena a répondu « Mais maman, c'est moi, Chloé. » Ma mère est restée figée. « Comment ça, tu es Chloé, Serena ?» Elle insistait avec un petit sourire « C'est moi, maman. Tu ne reconnais pas ta propre fille ?» Le visage de ma mère est devenu livide, et elle a demandé d'une voix tremblante « Où est Chloé? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» À cet instant, Serena a perdu les pédales, a poussé ma mère contre le mur et lui a crié qu'elle était sa fille maintenant, et qu'elle avait intérêt à l'accepter. Ma maman s'est ressaisie comme elle a pu et, avec un calme admirable que je savais être une stratégie, elle a dit « Mon Dieu, quel étourdi je fais aujourd'hui. Bien sûr que tu es ma Chloé, ma chérie. » Et elle est sortie de la pièce. Serena a ouvert la porte du débarras pour se vanter en me disant que son plan était parfait et que ma mère avait tout gobé. Je savais que ce n'était pas vrai, que Serena avait franchi la ligne de la folie depuis longtemps, et que ma mère s'en était enfin rendue compte. J'étais convaincu qu'en réalité, elle était dans le salon, en train d'appeler la police. Mais je me suis bien gardé de le dire à Serena. En effet, même pas 10 minutes plus tard, j'ai entendu du remue-ménage à l'entrée. La police était arrivée et procédait à son arrestation. Ma mère m'a retrouvé peu après dans le débarras et m'a libéré. Elle n'arrêtait pas de me demander pardon de ne pas m'avoir cru plus tôt. À ce moment-là, la seule chose que je ressentais, c'était un soulagement immense et le besoin irrépressible de la prendre. Dans mes bras. Au début, Serena a été accusée de plusieurs délits graves. Mais après les évaluations psychiatriques, elle a été déclarée pénalement irresponsable et internée dans un centre psychiatrique spécialisé. On nous a dit qu'elle devait y rester au minimum 5 ans. Toute cette expérience a été un véritable cauchemar, de ceux qui laissent une trace indélébile. Mais vous savez quoi? Malgré la peur et le traumatisme, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde compassion pour elle. Elle n'a jamais eu de repère sain, aucune vraie chance de se développer autrement. Elle a été la colocataire la plus terrifiante qu'on puisse imaginer. Mais au fond, je ne lui en veux pas uniquement à elle. C'est le milieu toxique d'où elle venait que je blâme aussi. Si elle avait eu une vie différente, un vrai soutien, peut-être qu'elle ne serait jamais tombée dans cet abîme. Environ 3 ou 4 mois après son internement, j'ai reçu une lettre de Serena. Dans celle-ci, elle m'expliquait qu'elle suivait un traitement, que les médicaments l'aidaient à penser plus clairement, et qu'elle avait beaucoup réfléchi au mal qu'elle avait causé. Elle s'excusait avec une sincérité qui m'a bouleversé et disait qu'elle espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner. Je lui ai répondu en lui assurant que je lui pardonnais, et que le plus important maintenant, c'était qu'elle continue son traitement et qu'elle se rétablisse. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas, mais je vous mentirais si je disais que je ne ressens pas une légère inquiétude en pensant au jour où elle pourra sortir de là. Alors, comme vous pouvez le voir, parfois les personnes qui ont le plus besoin d'aide sont aussi celles qui peuvent en faire le plus de mal, sans vraiment le vouloir. C'est une ligne très mince. L'histoire que je vais vous raconter en est la preuve. On ne connaît jamais vraiment les gens. Je m'appelle Lucas et je suis graphiste. Trian, mon colocataire, travaillait dans une chaîne de restauration rapide du centre-ville, Burger Supreme, et nous avions à peu près le même âge, une trentaine d'années. Nous nous sommes rencontrés lors d'un entretien collectif dans une agence de publicité. J'avais été sélectionné pour un stage, mais lui n'avait pas eu cette chance. Cela dit, Adrian ne s'en sortait pas mal dans son domaine. Il était sur le point d'être promu superviseur de car, ce qui n'est pas rien. Cela faisait presque 2 ans que nous partagions un appartement dans le quartier de Gracia, et franchement, la cohabitation se passait très bien. Nous avions trouvé un certain équilibre. On se souciait l'un de l'autre, mais juste ce qu'il fallait. On gardait une curiosité saine pour nos vies respectives, tout en respectant l'intimité et l'espace personnel de chacun. Adrian dégageait toujours une énergie très positive. C'était le genre de personne que tout le monde apprécie. Et honnêtement, j'admirais beaucoup sa capacité à toujours voir le bon côté des choses. J'avais un emploi du temps de bureau plutôt régulier, mais ses horaires étaient tournants, parfois complètement fous.
Un jeudi, je suis rentré chez moi vers 20 heures, totalement épuisé après une grosse livraison de travail. J'ai vu les lumières du salon allumées, ainsi qu'une lueur tamisée venant de la chambre d'Adriane. Je me suis dit, ah, il est déjà rentré. En entrant, j'ai dit « Salut », comme on avait l'habitude de le faire pour s'annoncer. J'ai répété 2 fois, mais il n'y a pas eu de réponse. Alors, je me suis approché et j'ai ouvert doucement la porte de sa chambre. Il n'était pas là, mais sur son lit, j'ai vu un magnifique bouquet d'orchidées bleues, très exotique. La lumière de la salle de bain attenante était allumée et j'entendais l'eau de la douche couler avec force. J'ai pensé, bien sûr, il se prépare. Il doit avoir un rendez-vous spécial. J'ai souri intérieurement, puis je suis allé au salon. Rien que l'idée de me faire à manger me fatiguait. Alors j'ai simplement attrapé un paquet de biscuits, salés sur le plan de travail de la cuisine, et je me suis effondré sur le canapé. Je n'ai même pas allumé la télé. Je me suis endormi en quelques minutes. Ce qui m'a réveillé, c'est le son strident d'une alarme de voiture dans la rue. Sainte Mère, ai-je murmuré en sursautant. Je me suis dit, qui laisse une alarme enclenchée à cette heure-ci? J'ai regardé l'heure sur mon téléphone, presque 23h30. J'ai été un peu troublé de voir que j'avais dormi plus de 3 heures. Je me suis levé, j'ai ouvert le frigo pour voir s'il restait quelque chose. Mais non, alors je me suis fait un sandwich rapide avec un peu de dinde et de fromage. Je me suis assis dans la cuisine pour manger, tout en me demandant comment s'était passé le rendez-vous d'Adriane et ce que signifiaient ces orchidées. Une fois terminé, j'ai lavé mon assiette et je me suis dirigé vers ma chambre. Mais en repassant devant la sienne, j'ai été très surpris d'entendre encore l'eau de la douche. « Ah, ce n'est pas possible, il est encore là-dedans ?» me suis-je demandé, incrédule. J'ai frappé doucement à la porte. Toujours pas de réponse. J'ai vu que la porte n'était pas verrouillée. Alors je l'ai poussée doucement et j'ai jeté un coup d'œil. La porte de la salle de bain à l'intérieur était toujours fermée à clé de l'intérieur. La lumière de la chambre allumée et les orchidées, toujours là, sur le lit. Rien n'avait changé. J'ai tenté d'ouvrir la porte de la salle de bain, mais elle était verrouillée. J'ai insisté un peu plus fort, sans succès. Là, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. « Adriane, Adriane, tu vas bien ?» Silence total. Seul le bruit constant de l'eau se faisait entendre. Une angoisse sourde a commencé à m'envahir. J'ai regardé rapidement autour de la pièce. Mais rien ne semblait déplacé. Cependant, j'ai remarqué que son téléphone et son portefeuille étaient posés sur la commode. Il doit forcément être là-dedans, pensais-je de plus en plus inquiet. Il pouvait être là-dedans depuis plus de 3h30. J'ai commencé à l'appeler plus fort et à frapper à la porte, tentant de me convaincre qu'il s'était peut-être endormi dans la baignoire. Mais mon esprit se remplissait de scénarios de plus en plus sombres, et il ne donnait toujours aucun signe de vie. J'ai couru au salon pour prendre mon téléphone, afin d'appeler les secours, mais il ne reconnaissait pas mon empreinte digitale. J'ai essayé mon code à plusieurs reprises, mais rien, erreur. Et là, j'ai compris que le téléphone que j'avais en main était celui d'Adriane. J'ai regardé vers sa chambre en pensant, si j'ai son téléphone, celui sur sa commode doit être le mien. J'y suis retourné et j'ai confirmé que c'était bien le mien. Le cœur serré, je l'ai saisi, mais il était complètement déchargé. Dès que mon téléphone a été opérationnel, je suis sorti en courant de l'appartement et j'ai demandé au concierge de nuit, un vieux monsieur très gentil nommé Anselmo, d'appeler d'urgence la police et une ambulance. Je suis resté là, devant l'entrée, nerveuse à mourir, à attendre et prier pour qu'Adriane aille bien. À un moment, j'ai levé les yeux vers la fenêtre de notre appartement, celle qui donnait sur la rue, et j'ai vu une silhouette découpée dans la lumière. C'était Adriane. Je n'en étais pas absolument sûr. Mais sa silhouette m'était familière. Il m'observait sans bouger, et à cet instant, je ne savais plus quoi penser ni quoi ressentir. C'était un mélange de soulagement et de terreur inexplicable. La police et les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard. Je leur ai expliqué, dans un flot de paroles confuses, que je pensais qu'il y avait eu une tentative de cambriolage ou quelque chose de pire, et que mon colocataire pouvait être blessé ou en état de choc, même si je n'en étais plus aussi certain. Je leur ai donné le double des clés et ils sont montés. Cependant,
Ce qu'ils ont trouvé là-haut me hante encore aujourd'hui. Ou ma plus grande stupeur, Adrian, la personne pour laquelle je m'inquiétais, était bien là, en chair et en os, enfin. Il était trempé de la tête aux pieds et tremblait comme une feuille, mais physiquement, il allait bien. Mais lorsque les agents sont entrés dans la salle de bain de sa chambre, ils ont fait une horrible découverte. Ils ont trouvé le corps d'une jeune femme dans la baignoire. Elle avait été étranglée avec la ceinture d'un peignoir. Pendant toute l'intervention, Adrian est resté d'un calme glaçant et a tout avoué sur place, sans la moindre émotion dans la voix. La pauvre fille était une collègue de travail, avec qui il avait commencé à sortir, depuis à peine une semaine. Ce soir-là, il l'avait invitée à l'appartement et lui avait offert les orchidées. Et pendant qu'elle prenait sa douche, Adrian était entré et l'avait tuée. Il a dit qu'ensuite, il était resté là, dans la salle de bain, à la contempler pendant des heures, en pensant qu'il voulait qu'elle soit avec lui pour toujours. Je n'ai pas de mots pour décrire cette horreur. Dire que j'étais stupéfait est un euphémisme. J'ai regardé presque incrédule celui qui avait été mon ami, cette personne qui m'avait toujours paru optimiste et normale, et soudain, un frisson m'a traversé tout le corps. Et si cette noirceur, cette folie, s'était un jour retournée contre moi, j'aurais été entièrement à sa merci. Soudain, l'image de mon colocataire, de ce bon ami, s'est transformée en celle d'un monstre. C'est fou comme les apparences peuvent tromper, n'est-ce pas? On croit connaître les personnes avec qui l'on vit, mais parfois, derrière une façade de normalité, se cachent des abîmes insondables. J'ai encore du mal à croire que j'ai partagé un toit avec un assassin à sang-froid. Il y a des moments dans l'enfance, même très brefs, qui laissent une cicatrice indélébile, vous ne trouvez pas? Eh bien, j'en ai un comme ça. Une expérience qui a duré à peine 3 ou 4 minutes, mais qui s'est gravée dans ma mémoire comme l'un des épisodes les plus angoissants et terrifiants de toute ma vie. Cela s'est produit quand j'avais environ 7 ou 8 ans, pas plus. Ma mère s'était remariée récemment avec un homme dominicain, appelons-le Ricardo, et lui ainsi que sa sœur, qui venait d'arriver dans le pays. S'était installée chez nous. J'adorais la sœur de Ricardo. Elle était très affectueuse, mais lui, c'était une toute autre histoire. Il m'inspirait une immense méfiance et même une certaine peur. Pour vous donner une idée, c'était le prototype même du maltraitant, un individu véritablement méprisable. Il était ravagé par quelque substance, je ne saurais dire laquelle, mais cela se voyait à sa maigreur et à sa manière d'agir. Il avait le crâne rasé à la lame, le corps couvert de tatouages de prison, avec des symboles étranges, et il était souvent agressif. Pour couronner le tout, il lui manquait plusieurs dents, et celles qui lui restaient étaient dans un état pitoyable. La plupart du temps, il était ivre ou défoncé, et c'était plus qu'évident que les enfants, ils n'en avaient rien à faire. En réalité, on avait l'impression que notre simple présence l'agaçait profondément. Un samedi après-midi, ma mère est sortie avec sa belle-sœur, la sœur de Ricardo, ce qui fait que c'est lui qui est resté à la maison avec nous. Mais il n'agissait pas du tout comme un gardien ou un adulte responsable. Sarah, ma sœur aînée d'1 an, et moi étions déjà habitués à nous débrouiller seuls et à veiller sur notre petit frère, qui n'avait que 2 ans à l'époque. Malgré notre jeune âge, nous étions infiniment plus responsables que Ricardo et ses facultés amoindries. Nous étions toutes les deux dans le salon en train de regarder des dessins animés, pendant que le petit faisait sa sieste dans le berceau, dans la chambre du fond. Quand soudain, Ricardo est sorti de la chambre qu'il partageait avec ma mère, juste à côté du salon, en titubant. Il nous a lancé un regard vitreux, les yeux mi-clos, avec une expression confuse, comme s'il ne savait pas qui nous étions ni ce que nous faisions là. Sur l'instant, on n'a pas ressenti de peur panique, mais plutôt une prudence instinctive. On savait qu'il ne fallait pas le contrarier s'il commençait à devenir agressif. Il s'est alors approché de nous et a essayé de nous envoyer dans notre chambre, disant qu'il voulait regarder un match de foot, mais la seule bonne télé était dans le salon. Alors, avec l'insolence de mes 8 ans, je lui ai répondu quelque chose comme « On était là avant. Tu peux aller voir le match sur la petite télé dans ta chambre si tu veux. » Ricardo est entré dans sa chambre en marmonnant, et un instant, j'ai cru que ça allait s'arrêter là. Mais je me trompais. Il est ressorti 1 minute plus tard, cette fois avec
un grand oreiller lourd dans les mains, et avant que je ne comprenne ce qu'il comptait faire, il a traversé le salon en courant et m'a plaqué l'oreiller sur le visage, m'écrasant la tête contre le dossier du canapé avec une force brutale et inattendue. Encore aujourd'hui, quand je revis cette scène dans ma tête, mon cœur se serre et j'ai du mal à respirer à fond, comme si l'angoisse de l'asphyxie revenait. Je ne pouvais plus respirer. Je me souviens seulement d'agiter les bras et les jambes avec désespoir, essayant de le repousser, de griffer le tissu de l'oreiller comme je pouvais. Mais je me rongeais les ongles à l'époque, je n'avais rien pour me défendre. Malgré tous mes efforts, il ne desserrait pas son emprise. Après quelques secondes, je suffoquais. Mes forces m'abandonnaient. J'étais sur le point de perdre connaissance. C'est à ce moment-là que j'ai entendu ma sœur Sarah crier, un hurlement qui semblait capable de briser les vitres. J'étais sur le point de sombrer totalement. Ma vision devenait floue, quand un sursaut d'adrénaline m'a ramené à la réalité. Avec un effort surhumain, j'ai réussi à me libérer et à me glisser sous le canapé, haletante et toussant comme si on venait de me sortir du fond d'une piscine. Sarah, ma sœur courageuse, s'était jetée sur le dos de Ricardo comme une lionne, le frappant et le mordant dans un effort désespéré pour qu'il me lâche. Mais il l'a saisie et l'a projetée à travers la pièce avec mépris, comme si elle ne pesait rien. Elle est tombée contre la table basse. Il haletait bruyamment comme un animal sauvage, et dans ses yeux, il y avait une froideur et une cruauté que je n'oublierai jamais. Il a titubé un instant comme désorienté, puis il s'est enfui de la maison, en proférant des insultes et des menaces dans la rue. Nous terrifiés, mais ensemble et en sécurité, avons fermé la porte à double tour, et nous nous sommes serrés, forts l'une contre l'autre au milieu du salon, tremblant de tout notre corps. Nous nous sommes endormis ainsi, épuisés par la peur et la tension, l'une dans les bras de l'autre, et nous ne nous sommes réveillés que quelques heures plus tard, en entendant la clé tourner dans la serrure. Nous avons couru vers l'entrée et avons vu ma mère et sa belle-sœur sur le seuil. Mais elles étaient dans un état lamentable, visiblement sous l'effet de l'alcool ou autre chose, riant sans raison, gesticulant pour nous faire taire pendant qu'elles entraient en titubant. J'ai su, à cet instant précis, qu'elle ne serait d'aucune aide dans cet état. Pourtant, Sarah, en sanglotant et d'une voix entrecoupée, a tenté d'expliquer ce qui s'était passé. Ma mère, ironiquement, devenait exagérément émotive et démonstrative lorsqu'elle avait bu. Elle nous a serrés dans ses bras avec force, s'est mise à pleurer à chaudes larmes, et nous, à répéter une bonne centaine de fois à quel point elle nous aimait. Chose qu'elle ne faisait hélas presque jamais lorsqu'elle était sobre. Elle et sa belle-sœur sont restées éveillées avec nous un moment de plus, sans cesser de boire. Elles ont mis un film d'horreur à la télévision et, à notre stupéfaction, nous ont offert à chacune un petit verre de ce qu'elles buvaient. Je sais ce que vous pensez. C'est une négligence absolue. Et bien sûr que ça l'est. Le pire, c'est qu'avec 8 et 9 ans, et la peur encore enfoncée dans nos tripes, ma sœur et moi n'étions pas en état de refuser ce geste étrange, ce simulacre de normalité qu'elle tentait de nous offrir. Plus tard, bien après minuit, il devait être environ 3h30 du matin, Ricardo s'est mis à tambouriner contre la fenêtre du patio arrière, exigeant qu'on lui ouvre. C'est sa propre sœur qui s'est approchée de la vitre et lui a hurlé des insultes en lui disant de déguerpir, qu'il dormirait dehors cette nuit-là comme un chien à cause de ce qu'il avait fait. Ricardo n'est pas réapparu à la maison pendant près d'une semaine, et lorsqu'il est finalement revenu, il a agi comme si de rien n'était. Il faisait en sorte de nous éviter et gardait toujours une certaine distance lorsqu'il était proche de nous. Le plus terrible, c'est que ma mère ne l'a pas quitté après cela. Ils sont restés ensemble presque 3 années de plus. Mais par chance, un épisode comme celui-là ne s'est jamais reproduit. Chers amis qui m'écoutez, s'il y a une chose que j'ai apprise de cette expérience atroce, c'est celle-ci. S'il vous plaît, ne confiez jamais aveuglément la garde de vos enfants à n'importe qui. Même s'il s'agit de la famille, surtout si cette personne a des antécédents inquiétants ou des problèmes évidents. On ne sait jamais de quoi quelqu'un peut être capable, surtout dans un accès de colère, de frustration ou sous l'effet de quelques substances. Peut-être que pour certains, cette histoire ne semble pas si terrifiante comparée à d'autres, mais pour moi, je vous l'assure,
Cela reste l'un des moments les plus effrayants et les plus marquants de ma vie. Si ma sœur Sarah n'avait pas réagi avec autant de courage et de rapidité, je suis convaincu que Ricardo aurait pu me faire un mal irréversible, ou, pire encore, que ce soit par volonté ou simplement par négligence dans son état altéré. Même aujourd'hui, tant d'années après, il m'arrive encore de me réveiller en sursaut, haletante, cherchant de l'air, comme si je revivais cet instant où j'ai cru que cet oreiller serait la dernière chose que je verrais. Alors oui, c'est mon souvenir familial le plus sombre, celui qui me rappelle chaque jour à quel point nous pouvons être vulnérables, et combien il est crucial de protéger les plus petits. J'ai toujours préféré avoir mon propre espace. Alors l'idée de partager un logement avec quelqu'un ne m'avait jamais vraiment séduit. Mais parfois, les circonstances t'y obligent, pas vrai? Je m'appelle Matteo, et voici l'histoire de Samuel. Probablement le colocataire le plus troublant qu'on puisse imaginer. J'avais loué un rez-de-chaussée avec un petit patio et 2 chambres. J'avais mis une annonce en ligne pour trouver quelqu'un avec qui partager les frais, même si, comme je le disais, vivre avec un parfait inconnu ne me tentait pas du tout. Après 2 semaines d'annonces sur plusieurs plateformes, Samuel m'a contacté. Il avait mon âge, environ 28 ans. Il a emménagé un samedi matin. Il est arrivé avec à peine une vieille valise en toile et un sac à dos. C'était un gars grand, très mince, avec un visage presque inexpressif et des yeux qui semblaient te porter tout le poids du monde. Toujours cerné, je lui ai fait visiter la maison, qui n'était pas bien grande. Puis nous nous sommes assis pour discuter des règles de base de la colocation, les horaires de ménage, l'utilisation des espaces communs, ce genre de choses. À tout ce que je proposais, Samuel acquiesçait docilement, sans jamais opposer la moindre objection. Il m'a seulement parlé d'un détail personnel. Il m'a averti qu'il lui arrivait de parler en dormant, parfois même de crier, et voulait s'assurer que cela ne me dérangerait pas. Ironie du sort. J'avais moi-même souffert de somnambulisme assez sévère durant mon adolescence, au point d'avoir dû consulter un spécialiste. En plus, comme nos chambres étaient situées aux extrémités opposées du couloir, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que ça ne poserait aucun problème pour moi. Finalement, avoir quelqu'un d'autre dans la maison s'est avéré moins envahissant que ce que je craignais. Nos horaires de travail ne coïncidaient presque jamais, donc on se croisait à peine. Et je dois admettre que la maison paraissait moins vide. Mais un soir, vers 1h30 du matin, je me suis réveillé en sursaut. Samuel poussait des cris déchirants. Je me suis précipité hors du lit et j'ai couru jusqu'à sa chambre pour voir ce qui se passait. Samuel, tout va bien ?» ai-je crié en frappant à sa porte, surtout pour qu'il arrête de hurler de cette manière. Et instantanément, les cris ont cessé. Un silence total. J'ai tenté d'ouvrir la porte. Elle n'était pas verrouillée. Je suis entré et là, je l'ai trouvé en train de dormir paisiblement, comme un bébé, apparemment inconscient de tout le vacarme qu'il avait causé. Ce devait être un cauchemar intense, ou un de ces épisodes dont il m'avait parlé, ai-je pensé, puis je suis retourné me coucher, un peu troublé, il faut l'avouer. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un calme relatif, peut-être 1 mois et demi. Pendant ce temps, j'ai remarqué à quel point Samuel était un homme solitaire. Depuis qu'il vivait là, il n'avait reçu aucune visite, du moins à ma connaissance. Je ne l'avais jamais vu passer ou recevoir un seul appel personnel, et ses seules sorties semblaient être pour aller au supermarché du quartier, acheter l'essentiel, puis rentrer aussitôt. Une nuit, les cris ont recommencé, tout aussi forts et angoissants. Cette fois, sans réfléchir, j'ai ouvert directement la porte de sa chambre, et la scène s'est répétée. Dès que j'ai ouvert la porte, le silence est retombé. Il dormait profondément. Les jours suivants se sont écoulés normalement, ou du moins selon sa normalité. Mais une nuit, je me suis réveillé vers 3h du matin. Et en ouvrant les yeux, j'ai aperçu dans la pénombre de ma chambre, près de la fenêtre, une silhouette grande et maigre qui me fixait, avec des yeux semblables à 2 puits, sans fond. Je me suis redressé d'un bond, j'ai poussé un cri étouffé, et j'ai allumé la lampe de chevet avec des mains tremblantes. Samuel » ai-je crié, mêlant colère et une peur qui devenait franchement sérieuse. « Guy, qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ?»
Mais il n'a pas répondu. Il restait là, parfaitement immobile, comme s'il faisait partie du mobilier. Je me suis approché avec prudence et lui ai secoué l'épaule fermement. Samuel sembla se réveiller à ce moment-là et, en réalisant où il se trouvait, il se mit à balbutier des excuses, encore et encore visiblement honteux, avant de s'éclipser rapidement dans sa chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. L'image de Samuel, me regardant dans l'obscurité, ne cessait de tourner en boucle dans ma tête. Et soudain, une pensée m'a frappé de plein fouet. Mais j'étais absolument certain d'avoir fermé ma porte à clé. En prenant conscience de ce détail, un flot de doute et une méfiance grandissante envers lui ont commencé à s'installer en moi. Les nuits suivantes, je suis devenu beaucoup plus paranoïaque concernant la sécurité. La qualité de mon sommeil s'en est trouvée sérieusement altérée. Je peinais à m'endormir, je me réveillais au moindre bruit, avec cette sensation constante et désagréable d'être observé. Une de ces nuits d'insomnie, j'ai fini par m'endormir un peu après 2h30 du matin. Mais un bruit m'a réveillé en sursaut, un son subtil, comme une porte qui s'ouvre très lentement. Je me suis redressé dans mon lit, j'ai allumé la lumière d'un coup et j'ai inspecté chaque recoin de la pièce. Mais rien ne semblait anormal. Je me suis approché de la porte, le cœur battant à tout rompre. J'ai posé la main sur la poignée. Je l'ai tournée et, à ma grande stupeur, j'ai découvert qu'elle n'était pas verrouillée, même si je pouvais jurer l'avoir vérifiée 3 fois avant de me coucher. J'ai alors dirigé mon regard vers la porte de la chambre de Samuel, au fond du couloir, et une vague de tension et d'épuisement mental m'a submergé. Je commençais à regretter amèrement de lui avoir loué cette chambre. Il fallait que j'aie une conversation très sérieuse avec lui et que je trouve une solution à cette situation de plus en plus inquiétante. Le lendemain matin, je me suis levé dans un état lamentable, comme si je n'avais pas dormi depuis des jours. J'avais une montagne de travail en retard au bureau et la fatigue me rattrapait violemment. Je suis rentré chez moi vers 19h. Je me suis laissé tomber tout habillé sur mon lit et je me suis endormi aussitôt, épuisé, et de nouveau les cris. Mais cette fois, ils étaient différents, terrifiants, proches, chargés d'une douleur et d'une rage qui m'ont paralysé. Je me suis dit que si je continuais à subir ce niveau de stress et de peur, mon cœur ne tiendrait pas. J'ai tâtonné à la recherche de l'interrupteur sans réussir à le trouver. Submergé par une terreur totale, j'ai fini par crier moi aussi, d'une voix brisée par la panique, me joignant à ces hurlements glaçants. Finalement, la lumière s'est allumée. Et là, il était Samuel debout, au pied de mon lit, tenant un couteau de cuisine dans une main, le visage tordu dans une expression démente. Ses yeux semblaient sortir de leurs orbites, sa mâchoire était disloquée, et il laissait échapper un grognement guttural, presque animal. Je me suis recroquevillé contre la tête de lit, le cœur battant à un rythme impossible, persuadé qu'il allait s'arrêter d'un instant à l'autre. Et soudain, il s'est effondré. Il est tombé à genoux, la tête basse, toujours agrippé au couteau, les jointures blanches de tension. Plusieurs minutes se sont écoulées sans qu'il ne bouge ni émette le moindre son. J'ai saisi mon téléphone sur la table de nuit et j'ai fui la chambre comme si ma vie en dépendait. J'ai couru jusqu'au petit garage où je garais ma moto et je suis parti à toute vitesse. J'ai roulé au hasard, m'éloignant le plus possible de la maison. Vers 4h du matin, j'ai regardé l'heure et j'ai décidé que le plus sage serait de passer la nuit dehors. J'ai trouvé une station-service, ouverte 24 heures sur 24, et je m'y suis recroquevillé. Vers 9h, le corps endolori et l'esprit en lambeaux, je suis retourné chez moi. Je supposais que Samuel serait réveillé, et que cette fois, nous aurions forcément cette conversation. Mais il n'était plus là. Il était parti avec ses quelques affaires pendant la nuit. J'ai essayé de l'appeler au numéro qu'il m'avait donné, mais je suis tombé directement sur sa messagerie. 2 mois plus tard, mon contrat de location du rez-de-chaussée arrivait à son terme. En faisant mes cartons et en nettoyant à fond avant de rendre les clés, j'ai trouvé une vieille boîte à chaussures oubliées sur l'étagère haute de l'armoire de ce qui avait été la chambre de Samuel. À l'intérieur, pour mon plus grand effroi, il y avait des dizaines de petites photos instantanées de moi en train de dormir dans mon lit. Toutes étaient soigneusement datées au dos, avec l'heure précise inscrite à la main. Sur l'une d'elles,
On voyait très clairement un fil métallique fin, comme un crochet de fortune, inséré dans la serrure de la porte de ma chambre. Voilà comment il entrait. Peut-être que le somnambulisme n'était qu'une partie de la vérité, une manifestation d'autre chose, de bien plus sombre, et qu'il s'est réveillé juste à temps cette dernière nuit, avant de commettre une folie. La honte et la peur d'avoir été pris sur le fait l'ont peut-être poussé à disparaître. Ou peut-être, et cette pensée continue de me glacer le sang, que le somnambulisme n'était qu'un prétexte, une couverture pour ses véritables intentions, bien plus dérangeantes. Craignant que j'appelle la police après l'épisode du couteau, Samuel a pris la fuite, laissant derrière lui cette boîte comme un sinistre témoignage de son obsession. Quelle que soit la vérité, je remercie chaque jour d'être encore en vie et à peu près sain d'esprit. Je me suis installé dans une autre ville, espérant laisser derrière moi cette expérience. Mais ce que j'ai vécu avec Samuel continue de me hanter dans certaines nuits. L'énigme autour de ses actions reste un trou noir de terreur dans ma mémoire, un gouffre que, franchement, je n'ai aucune envie d'explorer davantage. Il y a des portes qu'il vaut mieux ne plus jamais tenter d'ouvrir, vous ne croyez pas ? On dit que commencer l'université et emménager dans une résidence étudiante est une sorte de rite de passage, une expérience excitante que l'on attend avec impatience, pas vrai ? C'est en tout cas ce que je croyais. Mon installation s'est déroulée plutôt normalement, tout était en ordre. Oui, j'ai eu une petite déception quand on m'a annoncé que, pour le moment, je n'aurais pas de colocataire. Je m'étais déjà imaginé le scénario parfait. Ma future coloc deviendrait ma confidente, ma complice en tout. Mais il semble que le destin en ait décidé autrement. La première partie du semestre, de septembre à décembre, a été formidable. Je me suis fait plein de nouveaux amis et je me suis vite habitué au luxe d'avoir la télé pour moi toute seule. C'est pour ça qu'en février, juste après les examens partiels, quand on m'a dit qu'on allait me mettre une colocataire, la nouvelle m'a fait l'effet d'un seau d'eau glacée. Avec résignation, j'ai préparé l'autre moitié de la chambre pour la nouvelle fille, Lara, et j'ai prié pour que ce soit au moins quelqu'un de facile à vivre. Elle est arrivée à la mi-février, pile quand on reprenait les cours après une courte pause. Elle s'est présentée sous le nom de Lara, un prénom que j'ai trouvé sympathique. Lara n'avait pas beaucoup d'affaires. Elle m'a expliqué avec une certaine amertume que ses parents étaient assez avares et que presque tout ce qu'elle possédait, elle l'avait acheté elle-même grâce à de petits boulots. Elle est arrivée avec 3 ou 4 grands sacs de sport, pas plus. J'ai ressenti une certaine peine pour elle et je lui ai dit que si un jour elle avait besoin de quelque chose à moi, des vêtements ou autre, elle ne devait pas hésiter à me le demander. Mais je lui ai précisé qu'elle devait toujours m'en parler avant pour éviter que je m'imagine avoir perdu quelque chose. Je n'ai pas mis longtemps à comprendre que Lara n'était pas une étudiante de 18 ou 19 ans comme les autres. Elle était particulière. Pour commencer, son rapport à l'hygiène personnelle était, pour rester poli, inexistant. J'ai dû lui demander à plusieurs reprises, avec tout le tact du monde, de bien vouloir prendre une douche, car l'odeur qu'elle dégageait était parfois si forte que j'avais des hauts le cœur. En entrant dans notre chambre, et de façon hallucinante, cela semblait l'amuser. Elle ne lavait jamais ses vêtements, ce qui voulait dire que les habits que je lui avais prêtés dans mon innocence, elle ne les nettoyait pas non plus. Elle me rendait mes t-shirts avec de grandes auréoles, jaunes de transpiration et des taches de nourriture séchée. On aurait dit que personne ne lui avait jamais appris les règles, les plus élémentaires de vie en communauté ou de soins de soi, mais le plus incroyable et le plus répugnant chez Lara, c'était sa passion étrange et macabre pour la viande crue. Et non, je n'exagère pas le moins du monde. Un après-midi, je suis rentré dans la chambre sans prévenir et je l'ai surprise en train de dévorer des tranches de poitrine de porc cru, directement sorties de l'emballage. Elle a tenté de dissimuler ce qu'elle faisait dans la panique, mais je l'ai vue très clairement, et je vous jure que cette image me hante encore. Je lui ai demandé, plus par une curiosité malsaine que par réelle inquiétude, pourquoi elle mangeait ça. C'était évidemment écœurant, mais une partie de moi avait besoin de comprendre ce comportement. Elle m'a répondu avec le plus grand naturel du monde que c'était une habitude qu'elle avait depuis toujours,
que dans sa famille, ses parents consommaient souvent de la viande crue et que pour elle, c'était parfaitement normal. J'ai trouvé cette explication aberrante et totalement insalubre, mais j'ai essayé de garder mon calme et d'être une colocataire compréhensive. Avec toute la gentillesse que j'ai pu rassembler, je lui ai simplement dit que tant que je ne devais pas assister à ses repas sanglants, ça ne me dérangeait pas qu'elle garde sa viande dans le petit frigo que nous partagions. Quelle monumentale erreur j'ai faite. Le lendemain, j'ai ouvert le frigo et j'ai failli faire un malaise. Il était littéralement rempli à ras-bord de viande en tout genre. Des kilos et des kilos de morceaux différents. Encore de la poitrine, de la viande hachée de bœuf et de porc, des filets de poulet à l'aspect douteux, et même ce qui semblait être de la viande de gibier, du cerf, du sanglier. Quand Lara est entrée dans la chambre et m'a vu devant le frigo, l'air horrifié, elle m'a lancé un immense sourire, visiblement ravie de son butin macabre. Elle s'est mise à se vanter des bonnes affaires qu'elle avait trouvées chez un boucher en périphérie de la ville. Et bien avant même que je puisse réagir ou ouvrir la bouche, elle a saisi un paquet de viande hachée, l'a ouvert avec empressement et a commencé à l'engloutir à pleine main, directement depuis l'emballage. J'ai failli vomir sur place. Je lui ai crié d'arrêter, que c'était immonde, mais elle, la bouche encore pleine de chair rougeâtre, s'est mise à éclater de rire. J'ai reculé, horrifié, tandis que des petites particules de viande crue éclaboussaient autour de moi, ce qui ne faisait qu'augmenter son hilarité et ses rires. Le lendemain matin, à la première heure, je suis allé au secrétariat de la résidence et j'ai demandé en urgence un changement de chambre. Je ne pouvais pas supporter une minute de plus cette situation. On m'a informé que le processus pouvait prendre jusqu'à 3 semaines, en raison de la forte demande et de la lourdeur administrative. J'ai accepté, résigné, avec l'unique espoir de pouvoir fuir un jour ce cauchemar vivant qu'était le fait de partager une chambre avec cette personne, si incroyablement répugnante nommée Lara. Sincèrement, son comportement me faisait de plus en plus peur. Je lui ai dit, aussi sérieusement que possible, que je ne pouvais plus lui prêter quoi que ce soit, car elle ne rendait jamais les affaires dans un état acceptable. Elle a mal pris ma décision. Mais elle a semblé l'accepter, ou du moins, elle a fait semblant. On ne sait presque pas parler durant la semaine qui a suivi ma demande de changement. Elle a continué à stocker son arsenal de viande dans le frigo, mais au moins elle a eu la décence de ne plus en manger devant moi. Quelques jours avant la date prévue de mon déménagement, j'étais assise à mon bureau, en train de travailler sur un devoir, et Lara était à son propre bureau, supposément en train d'étudier. À un moment, elle s'est levée et est sortie de la chambre. J'ai reçu un appel d'une amie, alors je me suis détendu sur ma chaise en bavardant avec elle. Mes yeux erraient distraitement autour de la pièce, quand soudain, ils se sont posés sur l'écran de l'ordinateur portable de Lara, qu'elle avait laissé allumé et non verrouillé. Un des onglets de son navigateur affichait un titre en anglais qui m'a immédiatement interpellé. Fresh Human Meat Recipe. Des recettes de viande humaine fraîche. Au début, j'ai laissé échapper un petit rire nerveux, pensant que c'était une blague de très mauvais goût. Je l'ai mentionné à mon amie au téléphone. Intriguée, elle m'a encouragé à cliquer sur le lien pour voir de quoi il s'agissait. Jamais, même dans mes cauchemars les plus fous et les plus morbides, je n'aurais pu imaginer ce que j'étais sur le point de découvrir. Quand j'ai cliqué sur cet onglet, mon rire s'est figé sur mes lèvres, étouffé par une vague de terreur pure et de nausée. Mon ami, à l'autre bout du fil, me demandait sans cesse ce que je voyais, ce qui se passait, mais j'étais trop pétrifié d'horreur pour pouvoir prononcer le moindre mot. C'était un forum à l'apparence clandestine, une zone sombre du web dont j'ignorais totalement l'existence. Et l'annonce qui avait attiré mon regard ne concernait pas de la viande animale. C'était une demande explicite de fournisseurs de viande humaine. Lara, sous un pseudonyme, y avait publié plusieurs messages où elle décrivait en détail son obsession pour la viande crue et où elle avouait avoir une fantasme récurrent, goûter de la chair humaine. Elle semblait complètement obsédée par cette idée. Un commentaire en particulier m'a bouleversé, au point de me sentir sur le point de m'évanouir. L'idée de goûter de la chair humaine s'est emparée de toutes mes pensées. C'est un besoin,
Puis, la phrase qui m'a confirmé que je vivais bel et bien avec une véritable psychopathe. Il m'arrive d'observer ma colocataire pendant qu'elle dort et d'imaginer le goût de sa chair tendre. C'était moi. J'ai fait une capture d'écran à toute vitesse avec mon téléphone et j'ai refermé l'onglet du navigateur pour qu'elle ne se doute de rien. J'ai attrapé mon sac, mes clés, et je suis sorti précipitamment de la chambre, tout en demandant à mon ami au téléphone de me retrouver d'urgence au commissariat le plus proche. J'ai tout raconté aux agents de garde, tremblante comme une feuille, et je leur ai montré la capture d'écran du forum. Les autorités ont pris l'affaire très au sérieux et ont procédé à l'interrogatoire de Lara. Et, à la stupeur et à l'horreur de tous les présents, elle a tout admis, avec un calme glacial. Des analyses ont même été effectuées sur la viande stockée dans le frigo, par mesure de précaution, puisque l'incident s'était produit à l'intérieur du campus universitaire. Heureusement, les tests ont confirmé qu'il s'agissait uniquement de viande, d'origine animale, bœuf, porc et poulet. J'ai pu obtenir immédiatement une ordonnance restrictive contre elle, et elle a été expulsée de l'université sur le champ pour avoir utilisé le réseau Wi-Fi du campus pour accéder à des contenus illégaux et pour avoir planifié des activités criminelles et potentiellement dangereuses. Pendant un temps, à la résidence comme à la faculté, on ne parlait que de ça. Certains allaient jusqu'à comparer Lara à des figures tristement célèbres du crime, à des cannibales notoires. Qui sait si elle serait vraiment passée à l'acte? La vérité, c'est que je n'ai jamais su si Lara avait été poursuivie pour autre chose que les infractions ou commises au sein de l'université. J'ai essayé de mettre de la distance et d'oublier cette histoire au plus vite. Entendre son nom, encore aujourd'hui, presque 3 ans plus tard, me donne un frisson glaçant. Après son expulsion et le scandale qui a suivi, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Je suppose qu'elle a dû déménager très loin, honteuse et marquée au fer rouge, car tout le campus et une bonne partie de la ville savaient désormais qui elle était et quelles étaient ses intentions macabres. Honnêtement, j'espère qu'elle a reçu l'aide psychiatrique intensive dont elle avait si visiblement besoin. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un peut non seulement survivre, mais prendre plaisir à manger de la viande crue comme elle le faisait, et encore moins concevoir les idées qui entêtent son esprit. Après cette expérience terrifiante, on m'a enfin attribué une nouvelle colocataire, une fille adorable et parfaitement normale. Un véritable baume pour mes nerfs. Alors vous voyez. Parfois, le monstre que vous redoutez peut dormir juste dans le lit d'à côté. Terrifiant, n'est-ce pas? D'accord.